Gilles Réquinger, vous êtes anthropologue. Vous avez fait beaucoup de séjours dans des camps de réfugiés, des travailleurs migrants du sud de l'Italie. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là d'étude a priori? Bonsoir, merci d'être venu par ce temps maussade. Merci aussi d'avoir organisé cet après-midi, de m'avoir invité. Alors, moi, je suis donc anthropologue, je travaille en Méditerranée, en Italie du Sud depuis 15 ans environ. Et en fait, j'ai commencé par un intérêt pour l'île de Lampedusa, où je me suis rendu pour une première fois en 2009 parce que je n'étais pas satisfait de ce que j'apprenais à travers les médias. Et en tapant le nom de Lampedusa dans Google, vous pouvez le faire si vous voulez pour revérifier, et vous allez découvrir deux sortes d'images. D'un côté, ce que nous connaissons et ce que nous associons tous dorénavant avec l'île de Lampedusa, donc l'horreur de voir ces milliers de personnes, de naufragés, tentant de se réfugier en Europe, se noyer. Et de l'autre côté, l'idylle et vraiment les motifs de la carte postale touristique de cette île au large de la Tunisie, en fait. Et je suis allé là-bas pour comprendre comment faisaient les autochtones, comment ils géraient cette situation. Que nous, en Europe occidentale, nous sommes submergés par des discours alarmistes, et donc j'imaginais quand même 5000 habitants sur une île qui fait 9 kilomètres de long et des dizaines de milliers de personnes qui arrivent, ben ça va quand même peut-être créer des conflits. Et ce que j'apprenais là-bas, c'était que les Italiens présents sur l'île se montraient très très solidaires envers ces gens qui arrivaient, parce qu'ils étaient eux-mêmes justement dans la pauvreté, un taux de chômage à Lampedusa qui atteint les 80%. Donc la normalité, c'est de ne pas pouvoir travailler, d'avoir du travail. Et donc voilà, ça m'a appris une ou deux choses sur l'état des discours des sociétés européennes. Mais on n'apprenait pas trop non plus ce qui en advenait de ces personnes qui arrivent et qui arrivent à gagner, qui réussissent à gagner leur justement, quand l'intérêt médiatique s'est dissipé. Et c'est là que je me suis dit, OK, il faudra continuer à les suivre, à essayer de voir où ces gens aboutissent. Et comme le système de Dublin confine quand même un nombre considérable de migrants dans les pays où ils arrivent, européens, où ils arrivent pour la première fois en Europe, donc il y en a beaucoup qui restent coincés dans le sud de l'Italie. Et c'est là le sujet de mon livre, En Jammer, dont on va parler là maintenant. En Jammer, un nouveau visage de l'esclavage en Europe, ça ne joue pas sur l'île de Lampedusa, mais ça joue bien sur la terre ferme, ça joue bien en Calabre. C'est le gros orteil de la botte italienne. Voilà. Donc, c'est donc une étude que j'ai commencé à Lampedusa il y a 15 ans, et depuis plus de 10 ans que je me rends régulièrement en Calabre pour voir comment se développent les choses. Et donc c'est un travail autour de ce qui leur arrive après, effectivement, une fois qu'ils passent sur Lampedusa. Qu'est-ce qu'ils se retrouvent à faire? Est-ce qu'ils ont l'autorisation de travailler ou pas? En l'occurrence pas. Et du coup, ils sont bloqués pour une bonne partie dans des zones qui vont les accueillir de manière un peu assez particulière. Vous l'avez dit dans le sous-titre, un nouveau visage de l'esclavage en Europe. Pourquoi parler d'esclavage? Pourquoi réutiliser ce terme-là? Et de quelle manière le travail qui se retrouve contraint à faire et leurs conditions de travail s'apparentent à de l'esclavage? Merci. Donc, il faudra d'abord peut-être expliquer un peu de quelle sorte de travail il s'agit. Les gens travaillent beaucoup dans l'agriculture, dans la récolte, dans ce cas-ci. Vous l'aurez imaginé, en Jammer, des oranges, des agrumes, mais pas uniquement. Et en fait, en attendant d'être régularisé, et vous avez vu les panneaux exposés ici, c'est toujours un peu les mêmes histoires, histoires de violence institutionnelle, violence procédurale, etc. Donc on a quand même une situation
fort comparable en Italie. Donc, pendant déjà, la première chose, c'est de comprendre que durant toute la période d'attente des papiers, les gens sont donc contraints à accepter toutes sortes de travail. C'est souvent dans les agrumes, c'est souvent et c'est toujours sans papier, sans rémunération convenable, etc. Après plusieurs ans d'attente, années d'attente, donc soit ils obtiennent des papiers, soit ils n'en obtiennent pas, mais le climat est devenu tellement raciste que des gens qui sont donc reconnaissables, identifiables comme étant subsahariens, auront du mal à trouver un emploi régulier, régularisé et digne en Italie du Sud. Donc ça, ici, les oranges, la cueillette des oranges, c'est un travail saisonnier, c'est un travail journalier, c'est un travail hyper mal payé. Et après, la fin de la saison, elle commence là maintenant, cette semaine plus ou moins. Et elle court jusqu'en mars, début mars, disons. Elle part son plein là, autour de Noël, janvier maximum, du premier jour de février, première semaine de février. Et après, les gens doivent se déplacer sur d'autres plantations, dans d'autres zones, d'autres régions italiennes, ce qui est fort compliqué quand on n'a ni d'argent, ni de papier surtout. En général, ça tourne vers la région autour de Naples. En été, la cueillette des tomates dans les Pouilles, mais aussi beaucoup plus proche de chez nous, de l'autre côté du monde. Les Italiens, ils appellent ça le Monteviso. Je ne sais pas comment il s'appelle en français d'ailleurs, mais c'est cette très belle montagne du Piémont, le Monteviso. Hein. Donc, voilà, au bas du Monteviso, ils cueillent des nectarines, la fameuse céleri du piémontaise, qu'on aime bien quand elle est enrobée de chocolat et d'alcool, etc. Donc, c'est une thématique qui concerne toute l'Italie et bien au-delà de ça. Bon, ça, c'est déjà les conditions un peu ou l'arrière-fond. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'esclavage? Cette notion a été, le fait de parler d'esclavage a été critiqué largement dans les sciences sociales, parce qu'on dit souvent que voilà, ben, l'esclavage c'est quand même compliqué, c'est complexe, les gens étaient ligotés, on les vendait sur les marchés, etc. Ce n'est pas le cas en Italie, en Europe. Mais le concept même d'esclavage est très très hétérogène et l'esclavage remonte bien au-delà des premières sources écrites de l'humanité. Donc l'hétérogénéité, c'est quelque chose qui est fondamentalement inscrit dans cette conception de diviser les gens dans deux plus, disons, deux catégories. Donc, je pense que c'est quand même judicieux. Et l'historienne Rebecca Scott, elle avance un argument que je trouve fort pertinent, de dire que l'esclavage, ce n'est pas justement un statut, mais c'est plus une condition sociale. Et cela nous permet justement d'analyser aussi par les instruments que nous avons à disposition, en tant qu'anthropologues et autres, ces formes d'exploitation extrême au contemporain et dans un contexte post-abolitionniste. Il y a aussi d'ailleurs justement un certain nombre de travailleurs roumains qui viennent régulièrement, notamment roumains, mais globalement de pays d'Europe de l'Est, qui viennent. Quelles sont les différences de statut entre des personnes qui vont venir déjà faisant partie de l'Europe ou pas, qui ne vont pas avoir la même couleur de peau, qui vont, pour des Roumains, être aussi confrontés à de la précarité économique, mais qui vont quand même pas être traités de la même manière. Oui. Alors les Roumains, effectivement, et Bulgares et Ukrainiens aussi, là maintenant Roumains et Ukrainiens qu'avant, qui sont présents sur le territoire en Calabre pour cueillir des oranges, ils sont souvent contremaîtres. Ils sont des contremaîtres, ils sont employés aussi de manière irrégulière en général, sans papier, sans contrat de travail. Mais ils sont les contremaîtres des autres, ils organisent les transports vers les champs, ils payent en partie les salaires, etc. Et comme vous le dites, vu la couleur de leur peau et aussi leur facilité d'apprendre rapidement l'italien, ils peuvent justement louer des appartements, ce que les autres ne peuvent pas. Mais juste un très petit détail, je parle italien un peu comme je parle français. Donc j'arrive à m'exprimer, mais tout le monde entend
que je ne suis pas français ou italien en l'occurrence. Donc quand je vais prendre mon café dans cette ville de Rosarno, je vois qu'on me traite mal. Et c'est une expérience que je n'avais jamais faite avant. Je suis blanc, je suis un homme blanc, luxembourgeois, doté de papiers, etc. C'était quelque chose qui me faisait quand même réfléchir. Juste, et c'est quand j'ai compris qu'ils me prenaient pour un Roumain ou un Bulgare qui se mettait quand même encore en dessus. Et normalement, quand je leur explique que je ne travaille pas dans les oranges, mais que je suis un chercheur, ils s'excusent. C'est quelque chose que les gens qui se font donc attaquer de manière raciste en général ne se voient pas présenter. Hein. Ils ne voient pas que quelqu'un vienne s'excuser de voir apostrophé comme ça. Donc juste un petit détail, mais pour voir que c'est quand même une situation sociale stratifiée. Tout en haut, les Italiens, ce sont d'ailleurs aussi, il y a beaucoup de chômage aussi là dans cette région en Italie, mais tout le monde profite parce que vraiment l'industrie de l'agrumes, c'est le secteur principal dans la région, et comme ce sont principalement de petits producteurs, plus ou moins tout le monde dépend d'une de ces ferme. Hein. Donc tout le monde profite et on profite aussi, on peut aussi bien sûr justifier sa position sociale en se distinguant donc aussi bien des Roumains que des Africains. Il y a dans votre livre, on pourrait presque commencer à se poser la question, savoir dans la mesure où localement ils ont besoin d'une force de travail qui va être une force de travail pas chère, corvéable, précaire et qui va être presque interchangeable. Dans quelle mesure est-ce que cette immigration-là, elle est volontaire, elle sert en fait énormément. Et il y a ce côté-là, on voit bien qu'une partie une partie de l'Italie en profite énormément, tout en ne l'assumant pas. Comment se placer face à ça? Oui. Alors ce que j'analyse dans mon livre, effectivement, c'est que nous voyons ces conditions d'esclavage contemporain dans le sud de l'Italie, dans le nord de l'Italie, en Espagne, bien entendu, en Allemagne et en France aussi, en Autriche d'ailleurs aussi. Moi, j'habite à Innsbruck et donc à Innsbruck, nous avons la même situation dans l'agriculture et surtout dans l'hôtellerie. Donc, et ce que j'analyse dans le livre, c'est que il ne s'agit justement pas d'une défaillance du système capitaliste, mais d'un modèle de production. Donc, produire, parce que c'est, comme vous le dites aussi, la production, on ne voit rien sans les lunettes, sans la production, la fabrique des sans-papiers, c'est quelque chose qui est justement, c'est la conséquence d'actes politiques et volontaires. Et produire justement cette main-d'œuvre malléable et hyper précaire, ça veut dire aussi se débarrasser de tous les conflits qu'on peut avoir avec des syndicats, etc., des gens qui s'organisent, des gens qui peuvent vouloir faire valoir leurs droits. Donc voilà, c'est un système, un modèle de production. Et l'avantage pour ceux qui profitent de ces systèmes, c'est qu'on peut à tout moment activer justement les réflexes xénophobes de la population en disant oui, on profite très bien tous d'eux, mais ce sont quand même des étrangers, on les aime là, on ne les veut pas, on va les expulser, on va les traiter de façon à ce qu'ils partent. Et ça, c'est quelque chose qui fait aussi le jeu des producteurs. Comme c'est un travail saisonnier, voilà, ils ne vont pas rester, ils vont essayer de s'enfuir de cette région. Et comme les arrivées de personnes ne s'arrêtent pas à travers la Méditerranée, on aura toujours de la main-d'œuvre fraîchement importée. Parce que justement, quand vous allez voir les matins, quand les gens se déplacent en ville, par les bidonvilles. J'ai envoyé quelques photos, je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître beaucoup de Sud-Anglais. Ce sont de véritables bidonvilles dans lesquels les gens vivent.
Et quand ils se rendent donc en ville, oui, oui, allez-y. Euh, quand ils se rendent en ville pour trouver du travail, on se rend compte que les gens qui ont, voilà, qui ont bien dépassé, disons, la trentaine, ont du mal à se faire embaucher. Hein, parce que plus ils sont jeunes, plus ils sont, voilà, plus ils sont rapides, plus ils travaillent plus vite, moins ils exigent de pauses, etc. Et puis ça va être lié aussi à des, clairement cette phrase est dedans, des mécanismes de marché qui vont être plus durs que la menace de la mafia. Souvent, donc, il s'agit quand même de régions où la mafia a une emprise sur toute une partie de l'économie. Et pour autant, localement, et c'est ce qui est décrit dans ce livre-là aussi, c'est que les mécanismes qui doivent assurer des prix de revient tout petits pour les agrumes, qui fait que la mafia représente pas tellement un danger quand on peut se dire, enfin, représente pas un danger directement pour la subsistance des immigrés. Alors, la question de la mafia est importante sans pour autant être dominante dans ce processus d'exploitation. Vous savez probablement que la Calabre, c'est le territoire de la Ndrangheta, la mafia la plus puissante au monde. Et quand vous allez en Calabre, vous allez voir que la Calabre est très très pauvre et délabrée et délaissée aussi. En fait, le territoire, c'est visible dans le territoire même, dans la géographie, la topographie. Vous voyez que le territoire a été rongé et détruit par les mafias. Pour comprendre l'emprise de la mafia sur les Oranges, c'est important de voir que les mafias ne se contentent plus d'être présents sur leur territoire, mais bien au contraire, ils vont dans des pays où il y a peu de législation pour combattre la criminalité organisée, comme par exemple la France, ou le Benelux, ou l'Autriche, ou l'Allemagne, ou les pays scandinaves, donc des pays qu'on juge souvent plus développés au niveau droit, etc. Bon, ce n'est pas vrai dans le cas de la criminalité organisée. L'Italie est un pays qui est le pays au monde qui est le plus avancé pour pouvoir combattre justement ces clans. Pourtant, nous avons aussi la société locale, les Calabrais, qui sont pris dans ces réflexes anciens de l'omerta, dont on ne veut rien voir, on ne veut rien entendre, on ne veut rien dire. Et c'est ça dont la mafia a besoin quand il s'agit de se cacher. Vous avez vu Messina Denaro qui a été arrêté en Sicile il y a quelques mois. C'est quand même intéressant de voir que quand ces gros capitaines de la mafia sont mourants dans ce cas-ci, quand ils sont exécutés à la Côte d'Azur, ils ne se sentent plus en sécurité à la Côte d'Azur, puis ils vont se replier sur ces territoires délaissés. C'est ça qui fait que les mafieux sont quand même toujours présents dans le sud de l'Italie. Et pour perpétuer cette logique de l'omerta, la mafia elle exerce son contrôle dans tous les secteurs. Donc aussi dans la production d'oranges et aussi dans la production de livres scientifiques sur ces conditions de travail d'ailleurs. Mon éditeur allemand m'a dit qu'il avait été contacté par une personne très courtoise qui m'a invité à venir voir encore une fois en Calabre parce que je m'étais trompé. 10 ans durant, je m'étais trompé, je n'avais pas bien regardé, ce n'était pas comme ça. Tout le monde était content, tout allait bien, etc. Parce que la mafia en Calabre, elle tue beaucoup moins qu'avant. Elle préfère coopter. Est-ce qu'on dit coopter? Coopérer? Non, plutôt faire un gros geste comme ceci. Non. Pardon? Un câlin. Mais un câlin. Voilà, une câline. Voilà, c'est plutôt la politique des gros câlins, effectivement. Mais
comme vous l'avez dit, dans un kilo d'orange, pour la personne qui cueille, ben, il y a environ 5-6 centimes. Mais même pour les producteurs, il y a une dizaine, une quinzaine de centimes, c'est pas beaucoup. Et donc, pour les mafias, ce n'est pas forcément très intéressant de prendre encore de l'argent là-dedans. Voilà. Mais le poids et la logique des marchés et de la concurrence internationale, c'est là que les profits sont générés. Donc, ce serait intéressant de voir si, et ça c'est difficile à voir, d'ailleurs, où l'économie criminelle, comme moi j'aime bien l'appeler, plutôt que la mafia, où cette bourgeoisie criminelle s'implique. Si elle s'implique peut-être plus dans le transport, ou dans la grande distribution ici en France ou dans d'autres pays. Parce que quand on parle aux producteurs et aussi aux coopératives qui donc nettoient et traitent le produit avant de l'expédier vers le nord, on entend très très souvent le nom des grands supermarchés allemands et français, et pas italiens. C'est toujours, ça parle beaucoup des supermarchés français. D'accord. Au-delà des conditions de production, il y a aussi dans votre livre une volonté de personnifier les migrants et de ne pas les présenter comme des migrants, comme une masse informe, et de donner des histoires, ce qui rejoint une partie des discussions qu'on a eues avec les autres intervenants. Pourquoi, facile, euh, garder une volonté d'identifier des individus plutôt que des masses, c'est évidemment important. Et ce qu'on peut voir aussi là-dedans, c'est qu'en fait, ces personnes, souvent, ont eu une vie. Il y a quand même énormément de portraits de personnes qui avaient une vie presque bourgeoise en Afrique, qui avaient un travail. Moi, j'ai noté quelqu'un qui avait qui avait un taxi, une autre personne qui avait une épicerie, une autre personne qui faisait du maraîchage à chaque fois et qui s'en sortait correctement, qui avait une vie, qui avait un travail, qui avait une famille, et souvent des chefs d'entreprise, et qui se retrouvent effectivement à plus pouvoir assumer le fait, en plus d'avoir raté leur intégration. C'est presque présenté comme ça. Ils immigrent en Europe, ils n'osent pas le dire à la famille restée en Afrique. Et voilà, comment c'est géré? Parce qu'ils se retrouvent effectivement dans des conditions, si on ne tient pas compte du fait qu'ils sont très loin de chez eux, ils sont objectivement dans des conditions de survie, dans des bidonvilles qui sont de bien moindre qualité que ce qu'ils avaient souvent en Afrique. Comment réagir à ça? Quel est un peu leur impact, l'impact psychologique que ça peut avoir sur eux? Euh, Alors, la situation, bon, les gens socialement, déjà, ils sont très distincts, culturellement aussi, et là, au niveau linguistique aussi. Il y a des gens un peu qui viennent de beaucoup de pays africains euh, différents. Donc, Afrique de l'Ouest, beaucoup, mais aussi Afrique centrale, et aussi Afrique de l'Est, et quelques personnes aussi des pays du Maghreb. Et effectivement des statuts sociaux ou des passés, des vécus très différents aussi, très hétérogènes. Et ils se retrouvent tous dans les mêmes bidonvilles. Les photos que vous avez vues, il y en a encore quelques-unes, si on peut les faire passer. Si je les regarde encore. Ce sont des villes. Hein. Il y a des milliers de personnes qui vivent là et qui survivent grâce justement à la solidarité. Et effectivement, la plupart d'entre eux, ben, tous en fait, avaient des vies meilleures dans le sens où il n'y a personne qui disait avoir vécu dans un bidonville avant d'arriver en Europe. Et ce n'est pas d'ailleurs une technique ou des technologies ou des connaissances qu'ils ont amenées d'Afrique que de savoir construire des cabanes comme ça, mais c'est bien des structures de survie. Hein, c'est des connaissances qu'ils apprennent, comme nous aussi, on commençait probablement faire une construction si on était dans une situation pareille très rapide. Donc ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient vécu dans leur passé. Il y a des gens qui étaient, comme vous l'avez dit, qui étaient chefs d'entreprise ou qui avaient une
qui arrivaient à se débrouiller dans leur pays. Mais ce que j'essaye aussi de montrer par l'hétérogénéité justement des histoires présentes dans ce livre, c'est de voir qu'il peut y avoir une chose et son contraire en même temps. Et que cela ne veut rien dire au niveau, ou que cela ne doit pas nous conduire à dire, bah, si on a quelqu'un qui était chef d'entreprise, alors on a bien fait d'essayer de fermer ou de fortifier davantage encore l'Europe, il faudrait le faire encore plus. Ça n'a rien à voir. Et effectivement, vous avez aussi dit, oui, la honte, c'est un sujet très important. Les gens qui essaient de survivre tout en sachant que leur famille attend âprement les paiements ou les transferts d'argent. J'ai conduit une fois, après sa journée de travail qui était très longue, les journées de travail sont longues, les envies sont éloignées du centre-ville. Donc, s'ajoute au moins une demi-heure de vélo par trajet et par jour. Donc, les gens, ils sont vraiment, vraiment fatigués quand ils retournent dans les bidonvilles. Alors, j'avais emmené avec ma voiture de location quelqu'un dans un bureau de transfert d'argent. Et quand il sortait l'argent qu'il avait économisé depuis des semaines et des semaines, c'était un tas un peu comme ça, qui était sur le bureau. Et c'était que des pièces de monnaie d'1 centime, 2 centimes, 5 centimes, peut-être 20 centimes, des pièces de monnaie, pas plus. C'était une dizaine d'euros environ, et donc avec la commission, etc., qui restait encore impayée. La famille, elle allait toucher 6 euros. C'est ça. Donc elle avait récupéré 6 euros. Ce n'est pas beaucoup, mais ça montre aussi à quel point chaque personne présente sur nos marchés de travail informels empêche que d'autres migrants arrivent encore. Parce que les enfants, ils sont scolarisés avec cet argent, etc. Et il y a énormément de gens, presque tous ont de la famille, des enfants. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est un des conflits principaux et une discussion qui revient très régulièrement, qui ne veulent absolument pas que leurs enfants les rejoignent en Europe. Mais qui disent ce n'est pas la peine. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Si, oui. Ok. Oui, est-ce que moi je ne sais pas pour le... Non, bien sûr. Non, mais je ne sais pas pour le... On peut s'arrêter. Pour ce qui concerne la grande État, tous ces travailleurs, il y a aussi en Italie des syndicats de travailleurs. Il n'y a pas de possibilité pour eux, comme la CGT, la CGT se demande un peu, avec les revendications, les sans-papiers. Réussi quelque part à amener à avoir des papiers pour certains. Il n'y a pas ça en Italie. Il y a des activités syndicales assez efficaces dans les Pouilles, mais très 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 peu en Calabre. Et là, vous avez raison, c'est certainement en lien avec justement l'omerta et la puissance de l'impact. Mais il y a des activités syndicales, il y a du mouvement, et d'ailleurs, il y a eu, très récemment, je vais me rendre en Calabre très bientôt, je ne sais pas encore exactement comment ça va se présenter, mais il y a eu pour la première fois en 25 ans une hausse des salaires, qui reste toujours minable et ridicule, mais quand même. Et c'est certainement aussi dû aux activités syndicales et aussi à d'autres activités. Moi aussi, je me bats beaucoup pour cette question de sensibilisation, surtout en Italie, mais aussi en Europe. Mais je ne suis quand même pas sûr si ce n'est pas plus à cause d'une maladie qui se répand dans les agrumes américaines et qui fait que le prix de l'agrume est en hausse au niveau mondial, peut-être plus. Mais les syndicats dans les Pouilles, par exemple,
ils sont parvenus à établir même une marque qui produit des tomates en canette. Qu'on peut acheter dans les supermarchés italiens sous le nom de No Caporalato. Caporalato, c'est ce système des contremaîtres exploitateurs. Et donc, c'est sans mafia, en fait. Hein. Tomates sans mafia. On peut les acheter, elles sont un peu plus chères, mais pas tellement que ça. Et voilà, donc ça c'est une victoire, mais en Calabre, on attend encore des victoires de ce genre. J'avais encore potentiellement 2 questions, à moins que la salle en avait. Mais au niveau de la législation, de la loi, normalement, ces personnes elles doivent être encadrées. C'est très naïf, hein, parce que normalement, les personnes qui arrivent doivent être encadrées. J'imagine qu'il y a des lois. Les lois ne sont pas suffisantes, il ne faut pas du tout appliquer. Mais est-ce que c'est volontaire? Mais c'est volontaire pour exploiter les gens, si je comprends bien. Oui. La problématique, c'est que, en gros, les lois ne sont pas appliquées. Et ça risque pas de changer. Oui, c'est comme vous dites, bien sûr, il y a des lois et les gens devraient être encadrés, ils ne sont pas toujours, parfois bien, oui, mais ça ne fonctionne pas très bien. Et oui, il y a des lois, mais elles ne sont pas appliquées, voilà. Comme moi, le matin à 6 heures, quand je vois les centaines de personnes en bottes en caoutchouc, on sait très bien ce qu'elles ont l'intention de faire, les carabiniers, ils passent, ils roulent au pas parce qu'ils n'arrivent plus à aller plus vite, mais voilà, ils regardent droit devant leur voiture, leur capot, ils ne voient rien, quoi. Non, mais c'est volontaire, et puis voilà, on n'applique pas les lois. C'est peut-être aussi, certainement aussi, une stratégie des politiciens italiens pour encourager les gens à s'enfuir, à partir, à aller en France, en Suisse et dans d'autres pays, voilà, les pays adjacents et puis partout en Europe. Je peux presque faire le lien avec une des dernières questions. Donc, le livre est construit de manière chronologique. De quelle manière le passage au pouvoir de l'extrême droite a aggravé la situation, a changé la situation depuis quelques années en Italie? Bon, il faut dire que comme en Europe, l'extrême droite, même quand elle n'est pas au pouvoir, elle influe énormément les politiques migratoires. Et nous avons eu l'extrême droite au pouvoir bien avant Meloni en Italie. Et à chaque fois, les situations se sont aggravées dans le sens où les ministères italiens font régulièrement raser ou détruire les bidonvilles. Ceci n'est pas une destruction occasionnée par contre par les ministères, mais c'est un incendie qui s'est développé très rapidement dans le bidonville. Mais ce sont ces incendies, ces catastrophes-là aussi qui incitent les ministères de tous les bords à donc raser très régulièrement ces bidonvilles sans pour autant chercher des solutions durables. Il y a des constructions maintenant massives qui ont été effectuées depuis 2017 avec des fonds européens, donc avec notre argent à nous ici. Mais les bâtiments n'ont toujours pas été ouverts parce que le maire de Rosarno, qui est d'extrême droite, est mafieux, il est en prison maintenant, c'est bien. Voilà, il est d'extrême droite, il a dit non, mais nous on ne veut pas que ces gens habitent parmi nous. Et donc pendant le processus des lois, bien sûr, les procès juridiques, les processus juridiques, ils sont lents, d'accord, en attendant la situation. Donc, raser régulièrement pour des questions d'hygiène, à ce qui paraît. Vous avez vu j'ai montré la boucherie, vous avez vu la boucherie? Voilà. Vous voyez, il y a des structures urbaines. En détruisant les bidonvilles, on détruit les structures de solidarité.
Et ça aussi, c'est volontaire. Et Salvini, par exemple, quand il était ministre des Internes, donc le dernier gouvernement, bah, il était allé là-bas avec le bulldozer en disant, voilà, vous voyez ce que je vais faire de ces camps. Alors que ça avait été fait une première fois par le gouvernement technocrate Monti en 2012, 13, je ne me souviens pas. Donc ça ne s'aggrave pas forcément, mais le discours, bien sûr, ils sont contre. Il y avait cette anecdote justement du maire de Rosarno qui dit pour éviter la ghettoisation, qu'il serait judicieux de mélanger les populations au sein des bâtiments donc nouvellement construits, alors qu'il est en réalité hautement improbable de trouver des autochtones disposés à vivre avec des Africains. Voilà, ce qui est une excuse extrêmement efficace pour éviter ça. Ouais. Après, une citation pour le tableau de la fin. Voilà.